Bonsoir tout le monde. Oh, j'étais ça un peu. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Libercast épisode 97. Un, un, un an et demi de découverte, d'introspection, de, 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 de remise en question euh, au travers de toutes ces merveilleuses personnes-là que j'ai eu la chance d'avoir sur le podcast pour nous parler de plein de toutes sortes de savoirs. Je vous remercie tous les invités qui ont été là, puis tout le monde qui sont là, puis qui vont écouter ça plus tard. Merci d'être là. Vous êtes tous le pilier du Libercast. Je vous en remercie, gratitude. Alors, je fais partie, je vais le mettre, excellent. Je fais partie du One Great Work Network, qui est un amalgame de chercheurs, de présenteurs, de personnes qui prennent la parole pour dans l'occulte, la vérité, la moralité, les lois naturelles, de toutes sortes, l'abolitionnisme, toutes des choses comme ça, des meilleures ça que les gens devraient tous savoir. Essentiellement, il y a du matériel en français dessus, mais c'est majoritairement anglais. Fait que ceux qui parlent les deux langues, qui connaissent les deux langues, ben, c'est tout à votre avantage de découvrir toutes ces merveilleuses personnes-là. Les francophones, là, on a, on a Dom Tremblay qui est là. Il y a moi. Il y a Francesco, je pense qu'il en fait en français aussi. En tout cas, il y a un paquet de monde super intéressant. Allez voir. Allez voir ça. Alors, sans plus tarder, j'ai décidé, j'ai été interpellé par le sujet en, en tombant en contact avec le travail de François. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont à faire par rapport à l'histoire, par rapport à l'émergence de ces civilisations-là, puis où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être différent, ça va être informatif, ça va être pour piquer la curiosité. Oh, wow! Ça a crashé hard en tabarnak. C'est fucké, là. C'est la première fois que ça m'arrive autant, man, genre, que ça hard crash comme ça. Fait que, ouais, fait que j'ai des petits problèmes techniques, comme vous pouvez voir. Ça vient de planter solide.
Fait on va revenir sur le sujet, voir si on est encore là. S'il y a quelqu'un qui peut ouvrir, qui peut me parler là, dans le chat, là, qui peut me donner un petit... voir si on entend tout bien. François, es-tu là? Moi, je suis là. Parfait, attends un petit peu. Désolé tout le monde là, pour l'attente. OK. Je suis allé voir sur YouTube. Je t'ai entendu. Parfait. Ça plante encore. Eh my God. Un petit problème technique. Restez avec moi. Bon, parfait. Fait que je pense que tout est bon. Merci pour votre patience, tout le monde. C'est des choses qui arrivent. Alors, je vous présente François Veilleux, qui va venir nous parler de l'histoire des descendances des monarques français. Alors, écoute, sans plus attendre, on va plonger dans l'information. Parfait. Tu veux que je commence de quelle façon? Direct dans le vif du sujet? Ça va être parfait. Bon, ben je vais... salut tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Excuse-moi, Merci. avec tout le brouhaha, fais juste nous parler de qu'est-ce que de qui tu es puis pourquoi tu es là aujourd'hui. Bon, François Veilleux, moi je suis juste tout simplement un grand amateur d'histoire. Mes périodes préférées, c'est... Je dis mes périodes préférées, mais j'ai 3 périodes préférées, puis ils se suivent toutes consécutivement, là. L'époque romaine, le Moyen-Âge, puis l'époque coloniale. Mais j'ai toujours adoré l'histoire du plus loin que je me souvienne. Puis je me suis découvert une passion pour la généalogie il y a peut-être 5, 6, 7 ans. Je m'amusais à faire des arbres généalogiques. J'ai fait souvent mon arbre généalogique avec mes ancêtres des 2 côtés de ma famille. Fait que associer la généalogie puis l'histoire, ben, on fait les dynasties des différents royaumes qui ont existé dans l'histoire, dont les dynasties du royaume de France. Donc, ce soir, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler des 6 dynasties qui ont régné sur le territoire français à partir du Moyen Âge jusque dans les années 1800. Donc, c'est cela. Présentement, j'ai commencé un projet sur YouTube où je présente justement les différentes dynasties françaises. Donc, les slides que je vais vous montrer, c'est les slides que j'utilise dans mes vidéos. J'ai présentement 4 vidéos de... non, j'ai 3 vidéos de sortie puis une de planifiée. Une qui va sortir lundi prochain. Puis j'en ai une que je suis en... Non, c'est ça. Une qui va sortir lundi prochain. Donc, je vais tout vous résumer les différentes dynasties, dont celles que j'ai déjà parlé, puis les futures. On peut voir dans le bas de l'écran, justement. Merci, Fred, pour le lien, justement, de mon YouTube. Donc, commençons par le début. Le royaume de France a été créé à la fin du Moyen Âge, à la fin de l'Empire romain, à la fin de l'Antiquité, par un peuple qui s'appelait les Francs. C'est un peuple germain. Les Germains, c'était durant l'Empire romain, c'était le peuple qu'on appelait les barbares. Donc, il était divisé en différents clans, les Germains, en réalité, on va dire les barbares. Puis, un de ces clans-là, c'était les Francs. Puis, les Francs se sont divisés en 2. Je vais zoomer sur cette carte-là, même si ça va être un petit peu flou. Il y avait les Francs saliens, puis les Francs rhénans. Les Francs rhénans vivaient à l'est du Rhin, plus ou moins dans le territoire nord-ouest de l'Allemagne actuelle.
Puis les Francs saliens, c'est un peuple de Francs qui avait traversé le Rhin puis qui était rentré dans l'Empire romain puis qui était devenu ce qu'on appelle un peuple fédéré, c'est-à-dire il était autonome, pratiquement indépendant, mais il vivait dans l'Empire romain. Puis beaucoup des chefs et puis des rois francs de la fin de l'époque romaine étaient des généraux romains, puis parlaient latin, puis tout ça. Donc nous, on va s'intéresser aux Francs saliens, qui sont les Francs qui ont conquis les territoires qu'on voit ici en bleu turquoise. Donc, avant de parler des Francs, on va parler de ce que ça veut dire, le mot franc. Parce que c'est un terme qui a été donné à ce peuple-là par les Romains. Puis ça vient du latin francus, puis ça veut dire libre. Puis mon nom vient littéralement de ce mot-là aussi. Donc, je m'appelle François, ben, mon nom veut dire libre, littéralement. Parce que François, c'est une vieille version, une vieille façon de dire français. Puis français, c'est un habitant de la France. Puis la France, c'était le royaume des Francs. Puis les Francs, c'était des libres. Donc, les Francs saliens, le premier roi franc, on va dire, qui a un peu de reconnaissance, c'est Mérové, qui a donné son nom à la dynastie mérovingienne. Mais le premier roi de tous les Francs, c'était son petit-fils Clovis. C'est le premier roi franc à s'être baptisé et à être devenu catholique. Il s'est baptisé à Noël, je pense justement 481, je ne me souviens plus exactement. Il faudrait que je retourne voir ma propre vidéo. Mais ça, il s'est baptisé à Noël, le jour même de Noël. Puis ça l'a légitimé, en fait, son contrôle du territoire aux yeux du pape. Puis, il y a eu plusieurs fils, puis ils ont tous eu un bout de territoire quand il est mort. Clovis avait tout ce territoire-là, puis il a divisé son territoire en 4, divisé entre ses 4 fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Sur cette slide-là, tous les personnages qui ont un encadré rempli en bleu foncé, c'est ceux qui gouvernaient sur le territoire, on va dire, de tous les Francs. Les autres gouvernaient sur une partie du territoire. Donc, quand Clovis est mort, son territoire s'est divisé entre ses 4 fils. C'est ce qu'on appelle le partage salique. Le mot salique vient justement de salien. C'était un mode de succession utilisé par ce peuple-là. Donc, on a donné le nom de ce mode-là en référence au peuple. Donc, les Mérovingiens, vu que les rois avaient toujours plusieurs enfants, ben, il y avait toujours une division du territoire, puis il y avait toujours des guerres entre les frères, les cousins, les oncles, les neveux. Donc, c'est pour ça qu'on voit de nombreux rois, mais ils possédaient tous une partie du territoire. Puis, si on voit le premier ici, Clotaire, ben, il est devenu roi de tous les Francs en 558 à la mort de son frère, simplement parce qu'il y avait des guerres entre ses frères puis ses neveux, petits-neveux. Puis, au final, il était le dernier survivant. Ils s'entretuaient tous. Puis, ça a continué comme ça pendant à peu près 300 ans, 250 ans, plus ou moins. Puis, il y a eu une période à partir de la mort de Dagobert Ier. Après sa mort, à partir de 639-40, cette période-là, on l'appelait la période des rois fainéants. On les appelait comme ça parce que c'était des rois qui avaient pratiquement aucun pouvoir. C'était leur premier ministre, entre guillemets, qu'on appelait le maire du palais, qui gouvernait en réalité le royaume. C'est pour ça que si on regarde, mettons, Childéric II, il est mort à 20 ans. Il est devenu roi à 7 ans. Il a gouverné 13 ans. Et tu sais, il est mort à 20 ans, puis il est roi à 7 ans. S'il était roi à 7 ans, c'est parce qu'il a été placé par le maire du palais au moment où il est devenu roi. Donc, une période d'environ 100 ans où est-ce que les rois étaient remplacés au bon vouloir du maire du palais. Puis, il y a un des maires du palais
qu'on appelait Charles Martel. Charles Martel, c'était un héros de guerre. Il s'était battu contre un autre peuple germain, les Visigoths, qui possédaient l'actuelle Espagne. Mais en plus, il possédait aussi ce territoire-là, qu'on appelle l'Aquitaine. Puis, on voit ici Tours, une ville française, ou Poitiers. Il y a eu une bataille là, contre les Visigoths, entre les Francs et les Visigoths. Puis c'est Charles Martel qui était le héros de cette guerre-là, puis il est devenu maire du palais. Donc lui-même gouvernait le royaume des Francs, puis il nommait le roi qu'il voulait. Charles Martel, il est le père d'une des grandes dynasties de la France, la dynastie carolingienne. On voit ici Charles Martel. Puis, comme vous voyez cette carte-là ici, justement, le tracé rouge, c'est la frontière de jusqu'où les Visigoths gouvernaient. Puis, il y avait Tours ici, avec la bataille de... On dit la bataille de Tours en anglais, la bataille de Poitiers en français, mais c'était ici la bataille de Vouillé. Charles Martel est devenu maire du palais. Son fils Pépin est devenu lui-même maire du palais. Puis à la mort du dernier roi mérovingien, il a décidé de se couronner lui-même. En se couronnant lui-même, il est devenu roi. Il a, à la méthode des mérovingiens, il a divisé son royaume en deux. Entre Charlemagne, entre Charles et Carloman. Charles a tué son petit frère, Carloman, et il est devenu le seul roi des Francs. Puis Charles, il a conquis une grande partie du territoire. Son père avait déjà une bonne partie du territoire de conquis ici, mais Charles a conquis une autre grande partie du territoire, puis il a été se faire couronner par le pape. Il s'est fait couronner, excusez-moi, empereur d'Occident. Ça, dans le fond, c'est parce que quand l'Empire romain est tombé, en 476, c'est l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire l'Italie, la France, l'Espagne, en gros, qui est tombé. L'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire les Balkans, la Grèce, la Turquie, existait encore. Puis il y avait encore un empereur en Orient. À l'époque de Charlemagne, le pape qui était sous protection de l'empereur d'Orient, il considérait que l'empereur d'Orient n'était plus assez puissant pour protéger le pape. Donc, il a demandé à Charlemagne de le protéger, puis Charlemagne s'est fait couronner en l'an 800. Donc, il était roi en 768, puis en 800, il s'est fait couronner empereur. Puis, on l'appelle Charlemagne parce qu'en latin, son nom, en français, son nom, c'était Charles le Grand. En latin, c'est Carolus Magnus, qu'on a francisé en Charlemagne. Donc, même chose que les Mérovingiens, à la mort d'un roi carolingien, le royaume était divisé en ses fils. Donc, Charlemagne, il y avait un seul fils qui lui a succédé, Louis. Donc, il est devenu empereur. Puis Louis avait 4 fils. Il y en a un qui est décédé avant lui, Pépin, qui était duc d'Aquitaine. Mais ses 3 autres fils, Lothaire, Louis et Charles, ont passé la majorité de leur vie à faire la guerre à leur père et ensuite à se faire la guerre entre eux pour devenir empereur. Finalement, je crois qu'ils l'ont tous été un petit peu par-ci par-là, tout en gouvernant chacun leur parti. Si on regarde ici, ça ici, le traité de Verdun, c'était entre les trois petits-fils de Charlemagne. Il y avait Charles le Chauve qui avait ce territoire-ci, c'est lui qui nous intéresse, la Francie occidentale. Lothaire avait la Francie médiane, puis Louis le Germanique, la Francie orientale. C'est pour ça, entre autres, qu'on dit que Charlemagne est un peu le père de la France puis de l'Allemagne. Parce que la Francie orientale, plus tard, ça va devenir ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, qui est un empire qui a duré 1000 ans jusqu'à Napoléon. Puis c'était en gros l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, puis le nord de l'Italie. En gros. Finalement, les Carolingiens n'étaient pas bien mieux que les Mérovingiens. Ils ont eu des crises eux autres aussi à la fin de leur dynastie. Puis,
les derniers rois, plus ou moins dans les dernières 100 années, le dernier siècle de leur contrôle de la France, ou plutôt du royaume des Francs à l'époque, il y a une autre dynastie qui est arrivée qu'on appelle les Robertiens. Les Robertiens portent le nom de Robert le Fort. Robert le Fort était lui aussi, comme Charles Martel, un héros de guerre. Il s'est battu contre les Vikings normands. C'était des Vikings, je crois que c'était des Danois qui se sont établis en Normandie puis qui faisaient des raids. Puis le roi carolingien, Charles III le Simple s'est fait attaquer Paris, mais il a réussi à battre les Vikings à Paris. Mais il a décidé de donner un bout de terre au chef des Vikings qui s'appelait Rollon. Puis ce chef de Vikings-là, je vais en reparler plus tard, mais c'est l'ancêtre du roi d'Angleterre d'aujourd'hui. Donc, je vais en reparler un petit peu plus tard quand on va être rendu là. Donc, Robert le Fort, il a eu des fils, 2 fils, Eudes et Robert. Ces 2 fils-là ont été nommés par les nobles de la cour française, de la cour franque, pour devenir roi à la place des Carolingiens. J'ai oublié quelque chose sur Charlemagne que je voulais dire. D'après toi, Fred, Charlemagne, quelle langue il parlait? Est-ce qu'il parlait un vieux français ou est-ce qu'il parlait une autre langue? Je pense qu'il parlait une autre langue. Effectivement. Charlemagne a établi sa capitale à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, dans sa langue, on va dire d'origine, c'est Aachen. A-C-H-E-N. C'est une ville allemande. Charlemagne parlait francique, qui est une langue germanique. Puis ses enfants parlaient français, ses petits-enfants aussi. Puis quand il y a eu le partage ici du traité de Verdun, non, plus tard, qu'on appelle les serments de Strasbourg, entre 2 frères, Louis et Charles, contre leur frère Lothaire, qui avait le territoire au milieu. Ben, Louis et Charles, Louis parlait francique. On l'appelait Louis le germanique. Charles, lui, il parlait francique aussi, mais ses nobles parlaient le vieux français. Il parlait, on va dire, le roman, pour différencier. Francique, c'est une langue germanique, et le roman, c'est du latin un peu dilué, on va dire. Puis les serments de Strasbourg, c'est considéré historiquement comme le premier texte de français, même si c'est beaucoup plus comme du latin. C'est écrit en les deux langues, mais la version romane, ça ressemble beaucoup plus à du latin, mais du latin dilué. OK. Je continue ici avec les Robertiens. Donc, Robert le Fort a eu ses 2 fils, Eudes et Robert, qui ont été tous les 2 rois. Puis, il y a eu aussi le gendre de Robert Ier, qui était le fils de Robert le Fort, qui est devenu roi. Donc, lui aussi faisait partie de la dynastie des Robertiens, qui était en compétition avec les Carolingiens. Finalement, les Carolingiens, après Louis V le Fainéant, encore un fainéant, comme dans les Mérovingiens, l'époque des rois fainéants, quand Louis V a été destitué, c'est Hugues Capet qui est devenu roi. Et Hugues Capet, c'est le père de la dynastie capétienne. La dynastie capétienne, avec toutes les branches filles de la dynastie, c'est probablement, si ce n'est pas la plus puissante de l'histoire de l'Europe, c'est une des plus puissantes, avec les Habsbourg en Autriche. C'est une dynastie qui a 4, 5, 6 branches à peu près. Puis, cette dynastie-là, au cours des siècles, a gouverné la France, l'Espagne, une partie de l'Italie, des territoires allemands, puis des territoires allemands. Une dynastie très puissante. On arrive, je veux parler, excuse-moi, j'accroche les petites flèches. Je veux parler de Philippe Ier. Philippe Ier, il a régné de 1060 à 1108. Mais au début de son règne, en 1066, le duc de Normandie, qui s'appelle Guillaume, c'est le descendant du viking Rollon qui a eu des territoires en Normandie. Mais Guillaume,
avait des prétentions au royaume d'Angleterre. Puis le roi d'Angleterre, il est mort. Puis c'est le beau-frère du roi qui a usurpé le trône. Puis Guillaume est allé conquérir le trône et est devenu roi d'Angleterre. Ben, Guillaume le Conquérant, c'était son surnom, est devenu roi d'Angleterre, mais il était un vassal du roi de France. Un vassal, c'est quelqu'un qui est inférieur à un suzerain. Le suzerain, dans ce cas-ci, c'est le roi. C'est lui qui a le plus haut titre de noblesse. Puis le vassal, c'est un titre en dessous. Mais le vassal, c'était le duc de Normandie. Il est vassal du roi de France. Mais le duc de Normandie est devenu roi d'Angleterre. Tu vas voir, ça va créer des conflits plus tard. Par exemple, je vais parler aussi de Philippe Auguste. On l'appelle Auguste, entre guillemets, c'est son surnom, parce que, un peu comme Auguste César, premier empereur romain, ben, il a réussi à prendre à être, on va dire, imposant dans son royaume. Il a réussi à bien contrôler son royaume, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Moyen Âge, le système politique, c'est le système féodal. Dans le système féodal, le roi a un territoire. C'est important de le mentionner. Ouais, le roi a un territoire. Puis le roi a des vassaux qui ont eux-mêmes des territoires, donc des ducs, des comtes, des barons, autres. Ça ici, on peut le voir ici sur la petite légende. Ça ici, c'est le domaine personnel. Voyons, excuse-moi, j'accroche tout le temps les flèches. Le domaine personnel de Philippe Auguste en 1180, c'est plus ou moins la région de Paris, puis au sud de Paris, plus ou moins. Les fiefs mouvants de la couronne, c'est les vassaux. Fait que, ici, le comté de Flandre, qui est plus ou moins aujourd'hui la région flamande de Belgique. Puis ici, tout l'Est, tout le Sud ici, ça, c'est des vassaux. Donc, ils doivent rendre hommage au roi, puis ils doivent répondre aux appels aux armes. Donc, s'ils ne prêtent pas main forte au roi, ça peut être considéré comme de la trahison ou des choses comme ça. Fait ils doivent rendre hommage au roi, ils doivent répondre aux ordres du roi. Mais le roi ne les contrôle pas. Donc, ils ont une certaine autonomie. Puis, on voit aussi que tout ce territoire-là, c'est des fiefs du roi d'Angleterre. C'est-à-dire qu'entre 1066 puis 1180, ici, ça, c'est le duché de Normandie. En 1066, Guillaume avait ce territoire-là, plus le royaume d'Angleterre. Ben, en 100 ans, avec des histoires de mariage et tout ça, ben, le duché d'Aquitaine, le comté d'Anjou, puis le duché de Bretagne sont devenus des territoires anglais, sous la suzeraineté du roi de France quand même, parce que c'était le roi d'Angleterre. Mais le roi d'Angleterre, on l'a dit tantôt, c'était un vassal du roi de France. Mais c'était le roi d'Angleterre qui contrôlait tout ça. Tu vas voir dans 200 ans à peu près, dans 150 ans, il va avoir un problème avec ça. Philippe Auguste, lui, par exemple, il a réussi, au cours de son règne de 43 ans, à reprendre tous ces territoires-là sous sa botte personnelle. Puis le duché de Bretagne, puis une partie du duché d'Aquitaine, puis d'autres territoires ici sont devenus des territoires vassaux. Puis il reste juste ici ce qu'on appelle, si je ne dis pas de bêtises, la Guyenne. Ne pas confondre avec la Guyane. La Guyenne qui est restée anglaise. On fait un petit saut de quelques générations. Je veux parler de Louis IX. Louis IX, c'était un homme très pieux, très religieux. C'est le seul roi de France qui a été à 2 croisades vers l'Orient pour reprendre les Terres Saintes et tout ça. Puis on l'appelle Saint-Louis. Puis Saint-Louis, si tu prends par exemple la ville de Saint-Louis au Missouri, c'est en partie pour Louis XIV, qui était roi à l'époque de la colonisation, mais aussi pour Louis IX, qui est le seul roi français à avoir été canonisé par le pape. Un autre petit bond ici de quelques générations, je veux parler de Jean Ier le Posthume. On l'appelle le Posthume parce qu'il est né quelques mois après la mort de son père. Sa femme, à Louis X, qui s'appelait Clémence, elle était enceinte. Donc, les nobles ont décidé d'attendre pour savoir si l'enfant
de Clémence était un garçon ou une fille. Si ça avait été une fille, la loi française, ou plutôt la tradition française, voulait que la fille ne serait pas reine, ne serait pas couronnée reine, donc il faudrait passer à l'autre héritier le plus proche, c'est-à-dire le frère de Louis X. Sauf que, petite question pour toi, Fred, c'est quoi le règne le plus court du royaume de France? C'était qui le roi qui a régné le moins longtemps? C'est une bonne question. Ben, c'est Jean le Posthume, justement. Il est né en 1316, il est décédé en 1316. Il a gouverné... Ça compte pour une royauté. Oui, les nobles ont tout de suite couronné roi à sa naissance. Sauf qu'il est mort 4 jours plus tard. Donc, il a régné 4 jours. Puis, c'est le seul roi, à ma connaissance, qui a gouverné sur 100% de sa vie. Il a gouverné du moment où il est sorti du ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Mais il a vécu 4 jours. Donc, cette question-là de savoir si le bébé serait un garçon ou une fille, puis s'il faudrait couronner Philippe ou non, ben, ça ne servait à rien parce que de toute façon, le bébé il est mort à 4 jours. Donc, Philippe V a été couronné en 1316 jusqu'en 1322. Puis c'est son frère ensuite, Charles, qui a eu la couronne pendant lui aussi 6 ans. Après ça, Charles Capet, la dynastie capétienne, il est mort sans descendance. Donc, c'est son cousin, le fils de Charles de Valois, qui était le frère de Philippe, Philippe IV, qui prend la couronne pour une dynastie, une branche fille des Capétiens, c'est la branche des Valois. La branche des Valois, je veux en parler surtout pour ici. Charles IV, qui était le dernier roi capétien, direct, avait une sœur, Isabelle de France. Isabelle a marié le roi d'Angleterre. On se rappelle, l'Angleterre, le roi, c'est un vassal du roi de France. Mais en plus, ben là, il a marié une princesse française. Ils ont eu un enfant, Édouard III d'Angleterre. Il est devenu roi en 1327. Puis au début, ben, il était roi d'Angleterre, fait qu'il n'y avait pas de prétention au trône de France. Sauf que en Angleterre, la tradition est différente qu'en France. Une femme peut devenir reine si... Ça, c'était à l'époque. Ça a changé en 2011. Mais à l'époque, une femme pouvait devenir reine s'il n'y avait pas de descendant mâle. Donc, lui, dans sa tête, Édouard III, il a décidé en 1337 que, puisque sa mère était une descendante plus directe de Philippe IV puis de Philippe III, ben, il se dit plus légitime que son cousin au troisième degré, Philippe VI, dit le fortuné, qui lui, il descend d'une branche fille, c'est-à-dire d'une branche fille, il descend des Valois. Donc, la plus grande guerre de l'histoire, en termes de durée, je pense que c'est la plus longue guerre de l'histoire, la guerre de 100 ans, qui a duré 116 ans, elle a été initiée à cause de cette histoire-là, d'Édouard III, qui était le petit-fils de Philippe IV. La guerre de 100 ans, elle a duré 116 ans, puis ça a duré jusqu'au règne de Charles VII, dit le victorieux, justement. Puis Charles VII, puis Charles VI, ils ont vécu à l'époque de Jeanne d'Arc. Tu connais Jeanne d'Arc? Tu connais l'histoire de Jeanne d'Arc? Elle a été livrée aux Anglais puis brûlée au bûcher. Mm-hmm. Ben, ça ici, c'est une carte de la France à l'époque de Jeanne d'Arc. Tout ce qui est bleu cyan, turquoise, c'est ce que le roi de France contrôlait. Il ne contrôlait même pas Paris. Il ne contrôlait pas Reims. C'est Reims? Je la vois. Non, c'est-tu Rouen? Il y a Rouen ou Reims. Je crois que c'est Reims, mais je ne suis plus sûr. C'était une ville très importante parce que les couronnements se faisaient là. Jeanne d'Arc s'est donné pour mission de
d'amener ce qu'on appelle le dauphin. En France, le dauphin, c'est le prince héritier. C'était le dauphin Charles. Elle s'était donné pour mission d'amener le dauphin Charles à Reims, si je me souviens bien, pour le couronnement. Elle a été livrée par des alliés des Anglais, les Bourguignons, qui étaient alliés aux Anglais. Puis les Anglais ont livré Jeanne d'Arc, les Bourguignons ont livré Jeanne d'Arc aux Anglais, puis ils l'ont brûlée au bûcher. Mais au final, la guerre de 100 ans s'est terminée avec une victoire française, puis les Anglais ont conservé uniquement le territoire autour de la ville de Calais. Le reste du territoire était définitivement français. Puis cette guerre-là, c'est un peu ce qui clôture l'époque du Moyen Âge pour le Royaume de France. Après ça, on rentre dans la Renaissance et les grandes découvertes. Puis là, je veux parler de François Ier. François Ier, c'est le roi emblématique de la Renaissance française. C'est le roi des grandes découvertes, c'est le roi des voyages de Jacques Cartier. C'est lui qui avait commandité Jacques Cartier pour ses voyages. Puis François Ier, il y avait une alliance avec l'empereur ottoman. Donc, on va dire l'empereur turc, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissaient pas l'Empire ottoman, c'était les Turcs. L'empereur ottoman qui s'appelait Soliman le Magnifique. C'était une alliance peu commune, parce que c'était un musulman avec un catholique. Mais c'est une alliance qui a duré officieusement pendant 250 ans à peu près, jusqu'à Napoléon. Puis, François Ier, c'est le roi qui a officialisé la langue française de Paris, là, la langue des nobles, comme seule langue d'usage pour les documents officiels. C'est ce qu'on appelle les ordonnances de Villers-Cotterêts. Il n'y avait pas juste la langue française dans ce document-là, mais il y avait 2 articles au moins qui en parlent. Je ne sais pas si tu veux que je montre de quoi ça a l'air, le français de cette époque-là, l'orthographe, tout ça, ou je peux le lire carrément. Si tu veux le montrer ou les deux, tu peux le montrer puis le lire. Je peux, je vais le lire, mais je vais le lire avec une prononciation du 21e siècle parce que je ne connais pas exactement la prononciation d'il y a 450 ans. Mais si tu veux, je peux... C'est intéressant. Ce qui m'a flashé le plus, c'est comment c'était vraiment bref d'être roi à cette époque-là. D'être dans oui, il y a des règnes qui durent vraiment pas longtemps. Je te dirais, là, des règnes de plus que 10 ans, c'était relativement rare, là. Ou de plus que 15 ou 20 ans. Wow. C'est relativement rare. Mais plus on avance dans le temps, plus les règnes sont longs. François Ier, il a gouverné pendant 32 ans. Ses fils n'ont pas gouverné, son fils et ses petits-fils n'ont pas gouverné longtemps. Mais après, on va voir Henri IV aussi après. Puis après Henri IV, ça va être des règnes très longs. Très longs. Comment? Excuse-moi, je vais juste prendre le temps de dire au monde merci d'être là. À soir, c'est quelque chose de spécial. On est dans dans les commentaires. Sophie me disait je suis tout perdu. Moi aussi, j'apprends beaucoup à soir. Fait que merci d'être là, tout le monde. Puis merci à toi, François. Bon, pour les gens qui sont tous perdus, je vais essayer d'être plus précis, plus clair, parce que je bouge beaucoup avec mes slides, là, fait que c'est sûr que ça peut être un peu mélangeant. Mais en plus que justement, j'arrête pas d'accrocher les flèches. Mais c'est ça, je vais essayer d'être un petit peu plus précis, prendre un petit peu plus mon temps pour expliquer les choses. Je peux-tu faire... je sais pas si je peux... Il faudrait que je quitte l'écran là pour montrer le texte. Je sais pas si je peux partager 2 trucs de l'écran. Ah oui, share screen, c'est bon, je pense que je peux. Non. Sinon, je vais juste le lire, puis écouter bien comment que la syntaxe puis l'ordre des mots, des fois, est
différent, puis la façon de dire les choses aussi. Donc, les ordonnances de Villers-Cotterêts qui officialisent la langue française comme seule langue d'usage pour les documents officiels, pour les nobles, pour les administrations. Donc, le premier article qui en parle dit que les arrêts soient clairs et entendibles, et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des dits arrêts. Nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à en demander interprétation. C'est la façon que c'est écrit, même un document officiel aujourd'hui, ça ne ressemble pas à ça. Deuxième article, de prononcer et expédier tout acte en langage français, François plutôt, en langage François, et pour ce que telles choses sont souvent-fois advenues sur l'intelligence des mots latins contenus et dits arrêts. Nous voulons que dorénavant, tous arrêts ensemble, toute autre procédure, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés en partie en langage maternel françois et non autrement. Mais c'est... Je te dis, l'orthographe est particulier. Déjà, est-ce que tu sais c'est quoi un S long? Non. Un S long, ça ressemble à un F, mais enlève la petite barre au milieu du F. Ça, c'est un S long. Mais c'est plein de S longs dans ce texte-là. Incroyable. Il y a des... Je pense que... OK. Il y a quelques V décrits, mais la majorité des places où il devrait avoir un V, il y a un U. Comme le mot souvent-fois. Souvent-fois, il y a deux U. Fait que c'est S-O-U-U au lieu de S-O-U-V. Incroyable. Mais tu sais, le langage était vraiment différent. La langue, ouais. Puis là, je l'ai prononcé à la méthode 21e siècle, mais il y a 450 ans, on prononçait toutes les lettres, on roulait les R. Le wa, c'était we. Fait que c'était, mettons, en langage françois au lieu de en langage françois. Wow. Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est François Ier qui a officialisé la langue française comme seule langue des documents officiels en France. D'être là. De patienter pendant les crashs. Donc, pour terminer avec François Ier, il est décédé en 1547, 4 ans après le troisième voyage de Jacques Cartier. Ensuite, c'est son fils, puis ses 3 petits-fils qui sont devenus rois. Puis, Henri III, petit-fils de François Ier, n'avait pas de descendance, n'avait pas de fils. Donc, j'imagine que s'il avait des filles, ben, les filles n'étaient pas légitimes parce que la tradition, puis depuis la guerre de 100 ans, la loi française disait qu'une femme ne pouvait pas devenir reine régnante. Donc, elle ne pouvait pas hériter d'un titre de noblesse. Je ne sais pas pour les titres inférieurs comme comte ou duc, mais une femme ne pouvait pas devenir reine de France. Donc, Henri III n'avait pas de descendant mâle légitime. Il fallait trouver un descendant, un héritier, Henri III. Le seul qu'ils ont réussi à trouver, c'est Henri, ici. Il était roi de Navarre. La Navarre, c'est ce petit bout de terre-là, ici, actuellement dans le territoire de l'Espagne. Il y a un petit bout qui fait partie de la France, ici, dans la région qu'on appelle le Pays basque français. Le Pays basque, c'est plus ou moins, si on suit mon curseur, c'est plus ou moins cette région-là, le Pays basque. La Navarre, c'est à peu près la moitié du Pays basque espagnol, puis une partie du Pays basque français. Donc, Henri était roi de Navarre. Il était l'arrière, arrière, 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 arrière petit-fils de Louis IX. On se souvient, c'est Saint-Louis.
Donc, ils ont été le chercher loin, là. Il n'y avait plus personne à part lui qui était descendant direct d'un roi de France. Donc, il n'était pas descendant d'un Valois, il était descendant d'un Capétien. Fait que c'était une branche sœur des Valois, une autre branche fille des Bourbons, des Capétiens, la branche des Bourbons. Henri, c'était Henri III de Navarre. Il a hérité du royaume de France après Henri III de France. Donc, il est devenu Henri IV de France. Puis, Henri IV avait aussi un autre lien avec la famille royale. Il a été brièvement l'époux de Marguerite de Valois, la sœur d'Henri. Plus tard, le mariage a été annulé et elle a marié Marie de Médicis. Puis, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, surtout à l'époque de la Renaissance, les Médicis, ou Medici en italien, c'était une des plus puissantes familles de l'histoire de la Renaissance. En Italie, en France, puis ailleurs, c'était une famille très puissante. Donc, Henri IV a marié Marie de Médicis. On va passer à l'autre slide qui est plus loin. La slide des Bourbons. On va parler d'Henri IV. Henri IV, il est roi de France durant ce qu'on appelle les guerres de religion. Durant ou un peu avant sa naissance, il y a eu la réforme protestante avec Martin Luther en Allemagne, avec Jean Calvin en Suisse, puis avec Henri VIII, le roi d'Angleterre. Donc, les réformes protestantes, et Henri IV était un protestant, qu'on appelait aussi huguenots en France. C'était les huguenots, les protestants. Ben, il y avait énormément de catholiques en France qui ne voulaient pas d'un protestant comme roi. Fait que ça créait des guerres. Il y a eu ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Barthélemy, qui est un massacre ignoble. Je ne me souviens plus c'était qui a massacré qui. Je crois que c'est un massacre je crois que c'est les protestants qui ont été massacrés, justement, durant la fête de la Saint-Barthélemy. J'ai pas d'image, malheureusement, mais si vous tapez massacre Saint-Barthélemy sur Google, vous allez trouver des peintures. C'est un épisode très connu des guerres de religion. Mais Henri IV a fait rédiger ce qu'on appelle les édits de Nantes. Et avec les édits de Nantes, ça garantissait la protection des protestants sur le territoire de France. Henri IV aussi, il est décédé en 1610. Si vous connaissez un petit peu votre histoire, votre histoire directe, hein, je ne sais pas si on a que des Québécois qui nous regardent, mais si vous êtes Québécois, vous connaissez peut-être un minimum votre histoire. La ville de Québec a été fondée en 1608. Donc, c'était Henri IV qui était le roi durant la fondation de Québec en 1608 par Samuel de Champlain. Puis je peux en parler un petit peu de la colonisation, mais pendant l'époque des Bourbons. Ça ici, c'est en 1713. La France contrôlait tout ce territoire-là en Amérique. C'est-à-dire, ça ici, c'est la province du Manitoba. Ici, ce qu'on appelle Fort-la-Reine, c'est plus ou moins, je ne suis pas un expert cartographe, mais c'est plus ou moins où la capitale du Manitoba, la ville de Winnipeg. Et on va jusqu'à ici, Bâton-Rouge et la Nouvelle-Orléans, des villes de Louisiane. La Louisiane, qui est nommée en l'honneur de Louis XIV, Fort-Saint-Louis, encore là, Saint-Louis, Louis IX, et aussi en partie Louis XIV. Et on monte jusque dans la vallée des Grands Lacs, sur la vallée de l'Ohio et les Grands Lacs. Et ici, Fort-Chambly, la ville de Chambly, Montréal, Trois-Rivières, Québec. Puis le Labrador, l'Acadie. Puis tout ce qui est en rayé rouge et bleu, c'est des territoires perdus par la France, puis acquis par l'Angleterre durant ce qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne. Je vais en reparler dans quelques minutes. On arrive après Henri IV, Louis XIII, qui a régné pendant 33 ans.
mais qui était jeune. Il est devenu roi à 9 ans. Puis il a régné pendant 33 ans, mais je vais faire une distinction entre régner et gouverner. Un roi devient roi à partir du moment où son prédécesseur meurt. Puis il y a son couronnement plus tard, mais il est roi à la seconde où son prédécesseur meurt. Il gouverne s'il est en âge de gouverner. Le plus souvent, c'est à la majorité, vers entre 15 et 20 ans à peu près, là, les rois commencent à gouverner. Donc, il y a ce qu'on appelle à ce moment-là une régence. Puis le régent, c'est souvent l'oncle du roi, le cousin du roi, le frère de sa mère, son grand-père peut-être, le père de sa mère. Excusez, j'ai encore accroché. Donc, le régent, c'est souvent un proche de la famille du roi. Donc, Louis XIII était très jeune quand il est devenu roi. Il a régné pendant 33 ans. Son fils, Louis XIV, même chose. Il est né en 1638. Il est devenu roi en 1643. Donc, il est devenu roi à 5 ans. Il est devenu roi à 5 ans. Il y avait un régent. Il y a eu, je crois que sa mère a été régente, mais je crois aussi qu'il y a eu le cardinal Richelieu, qui a été régent aussi. Puis, aux alentours justement de ses 18-20 ans, il n'avait plus besoin de régence, il est devenu roi. Louis XIV, on l'appelle le roi Soleil. Puis, c'est aussi, selon moi, le plus grand roi de l'histoire de la France. Il a réussi à faire acquérir de nombreux territoires, entre autres. Voilà, acquisition territoriale de Louis XIV, de 1648 à 1713. Donc, il a acquis tous ces petits territoires-là de couleur. Donc, ici, au sud-est, au sud, dans la région des Pyrénées, la ville de Perpignan, en France, c'est un territoire qui a été acquis par Louis XIV. L'Alsace, ici, la ville de Strasbourg, acquis par Louis XIV. Plein d'autres territoires ici. Puis ici, ça, c'est le territoire de la Lorraine, ça va être acquis plus tard. Mais Louis XIV a plus ou moins donné sa forme actuelle à la France. Plus ou moins. Louis XIV a survécu à son fils, qu'on appelait le Grand Dauphin, et à son petit-fils, qu'on appelait le Petit Dauphin. C'est son arrière-petit-fils, Louis XV, qui est devenu roi de France en 1715. Mais avant ça, son autre petit-fils, Philippe d'Espagne, on l'appelle Philippe d'Espagne parce qu'il est devenu roi d'Espagne, avec ce qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne. Cette guerre-là, c'était une guerre causée justement parce que le dernier roi d'Espagne n'avait pas de descendance. Donc, deux branches de la famille se battaient pour avoir le trône. Ce roi-là, j'ai malheureusement pas de slide parce que j'ai pas terminé de faire cet arbre généalogique-là. Fait que j'ai pas de slide complet comme ça. Mais ce roi-là, c'était Charles II d'Espagne, qui était le roi le plus consanguin de son époque. D'énormes problèmes de santé. Juste pour te dire, il a commencé à marcher. Je crois qu'il a commencé à marcher à 4 ans, puis à parler à 8 ans. Tellement qu'il il avait des handicaps physiques puis mentaux. Là. Il était pas apte du tout à gouverner. Wow. Puis pas apte du tout à avoir des enfants non plus. Là. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de descendance. Fait qu'il y a deux branches de la famille qui voulaient le trône. Lui, Charles II, c'était un Habsbourg. Donc, sa famille venait d'Autriche. Donc, c'était son oncle, je crois, ou son cousin, ou les deux, parce que les Habsbourg étaient très consanguins, qui voulaient qu'un tel dans la famille d'Autriche prenne le trône. Puis, tu avais Louis XIV, qui voulait que son petit-fils prenne le trône. Parce que Louis XIV, il avait marié une Autrichienne, Marie-Thérèse d'Autriche. Donc, il y avait du sang autrichien dans les veines des Bourbons à ce moment-là. Donc, Philippe était légitime. Après la guerre s'est terminée avec plusieurs traités de paix, dont le traité d'Utrecht, qui a légué les territoires justement ici, qui sont rayés rouge et bleu. Ces territoires-là, qui étaient français, ont été légués
à l'Angleterre avec le traité d'Utrecht. Puis avec le traité d'Utrecht, les ennemis français, les ennemis de la France ont concédé à Philippe V, à Philippe, le royaume d'Espagne, sous le nom de Philippe V, à la condition, puis ça je vais y revenir tantôt, que ni lui ni ses descendants ne prétendent au trône de France. Donc, il n'y a aucun descendant de Philippe V qui peut revendiquer le trône de France. Je reviens en France. Louis XV, c'est le roi qui a régné durant l'époque de la conquête, où est-ce qu'on a perdu contre les Anglais puis qu'on est devenu des sujets britanniques. Louis XVI, c'est le roi de la Révolution française. Il s'est fait guillotiner. Sa femme s'est fait guillotiner. Oups. Puis, son fils est mort en prison. Les royalistes l'appelaient Louis XVII, même s'il n'a jamais été couronné puis il n'a jamais été reconnu. Je fais un petit saut dans le temps. Les deux frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, ont gouverné jusqu'en 1824 puis jusqu'en 1830. Charles X avait un fils que les monarchistes appellent Louis XIX. Il s'appelait Louis. Il y a eu une révolution. Le 19e siècle, c'est l'époque des révolutions en France. Révolution de la fin du 18e siècle, de 1789 à 1799, qui a fait perdre la tête littéralement à Louis XVI. Il y a eu la révolution des Trois Glorieuses, qu'on appelle aussi la révolution de Juillet, qui a fait destituer Charles X. Puis il y a eu une autre révolution en 1848 aussi, après Louis-Philippe Ier. Je vais y revenir dans quelques minutes. Charles X avait un fils qui s'appelait Louis. Je ne sais plus exactement si c'est l'anecdote, on va dire, entre guillemets, mot pour mot, mais apparemment que Louis, le fils de Charles, l'aurait supplié en lui disant, à peu près, s'il vous plaît, mon père, laissez-moi gouverner ne serait-ce qu'une heure. Puis Charles n'aimait pas du tout son fils. Puis il lui aurait dit, ah non, je pense qu'il lui aurait dit, laissez-moi gouverner ne serait-ce qu'une journée. Puis Charles X lui aurait dit, je te laisserai même pas gouverner une heure. Puis au final, je n'ai pas d'image de Louis, dit Louis XIX, mais officieusement, il aurait été roi pendant 20 minutes. Entre l'abdication de Charles, qui a abdiqué en 1830, et pas le couronnement, là, mais on va dire le couronnement pour simplifier, le couronnement de Louis-Philippe. Dans l'espace de 20 minutes entre ces deux rois-là, le fils de Charles a été roi pendant 20 minutes. Donc, Louis-Philippe a été le dernier roi de France. Son titre, c'était roi des Français. Il n'était pas roi du territoire, mais roi du peuple. Puis lui aussi a subi une révolution en 1848 qui a porté au pouvoir la Deuxième République avec la première élection présidentielle. Mais je vais en reparler de cette élection présidentielle-là avec les Bonaparte. On revient un petit peu dans le temps. Avec la Révolution française arrive un personnage, Napoléon Bonaparte. Napoléon, c'était un révolutionnaire. Il était dans l'armée révolutionnaire, il était officier d'artillerie. C'était un excellent officier, un excellent stratège. Excusez-moi. Puis, en 1799, il a créé un coup d'État avec son frère puis d'autres parlementaires. On l'appelle ce coup d'État-là le coup d'État du 18 Brumaire. Parce qu'à l'époque de la Révolution, il y avait un calendrier révolutionnaire, un calendrier républicain. Parce que les Français voulaient effacer toute trace de monarchie. Et qui dit monarchie, à cette époque-là, le roi était le représentant de Dieu sur terre, au niveau politique. Donc, qui dit monarchie dit religion. Donc, ils ont voulu effacer la religion, donc ils ont voulu effacer le calendrier. Ils ont créé un calendrier républicain qui était vraiment pas terrible. C'est pour ça qu'on ne l'utilise plus aujourd'hui. Mais le coup d'État
On l'appelle le coup d'État du 18 Brumaire, c'était la date du calendrier. Ça correspond au 9 novembre 1799. Napoléon devient consul, plus ou moins, on va dire, premier ministre. Puis finalement, 5 ans plus tard, il se fait couronner empereur. Il devient empereur des Français. Puis, durant les guerres napoléoniennes, ça ici, ça, c'est les frontières de la France à leur plus grande superficie. Puis ça, c'est des alliés de la France, l'Espagne, le royaume de Naples, pardon. Ici, le royaume d'Italie, créé par Napoléon. Ça ici, c'est la Suisse. Napoléon l'avait appelé la Confédération helvétique. Ça, c'est la Confédération du Rhin. Et je crois que c'est le duché de Varsovie. Ça, c'était les alliés de Napoléon. Puis ça, c'était le territoire contrôlé par Napoléon. Napoléon est destitué en 1814, puis revient en 1815 avant d'être redestitué, puis envoyé sur l'île Sainte-Hélène au beau milieu de l'Atlantique. Puis je reviens ensuite, retour dans le futur de notre passé. 1848, il y a eu une révolution qui a porté ici. Napoléon, le fils de Louis-Napoléon, de Louis Bonaparte en réalité. Je ne me souviens plus son nom de naissance. Je pense que je l'ai ici, mais je ne suis pas sûr. Ça ne me tente pas de chercher. Bref, il est élu président de la République. Puis, sous la Deuxième République, un président ne pouvait pas être élu plus d'une seule fois. Donc, il y avait un seul mandat de président. Il décide de faire un coup d'État comme son oncle, parce que c'était le neveu de Napoléon. Ici. Il décide de faire comme son oncle un coup d'État et il se fait proclamer empereur en 1852. Il devient empereur du Second Empire. Puis, il y a une guerre entre Napoléon III et les Prussiens. Les Prussiens, c'est plus ou moins les ancêtres des Allemands actuels. C'était durant la guerre franco-prussienne où la Prusse a gagné contre Napoléon III. Napoléon s'est lui-même fait capturer et il a abdiqué. Il a abdiqué en 1870 et il est mort en 1873. Donc, les Bonaparte, les deux monarques Bonaparte ont pris le pouvoir par des coups d'État et ils se sont fait ensuite nommer empereurs. Je ne vais pas revenir en détail sur toute la généalogie Bonaparte, parce que ce qui m'intéresse, c'est les monarques français et non pas les monarques de d'autres pays ou d'autres nobles ou d'autres personnages qui ont de l'importance, mais pas dans le sujet d'aujourd'hui. Je veux terminer vite fait avec les prétendants au trône. Il y a 3 prétendants au trône de France. Il y a 2 prétendants au trône royal, puis un prétendant au trône impérial. Le trône royal, il est disputé entre les descendants de Louis-Philippe, qui était de la maison d'Orléans, qui était une branche fille des Bourbons, et entre un descendant de Philippe d'Espagne, qui est un Bourbon. Le descendant de Philippe d'Espagne, il s'appelle Louis, puis on le surnomme Louis XX. Puis le descendant de Louis-Philippe Ier d'Orléans, il s'appelle Jean d'Orléans, qu'on surnomme Jean IV. Si on avait à décider d'un héritier légitime, moi je choisirais le descendant d'Orléans, puisque comme je l'ai dit tantôt, les descendants de Philippe V, à cause du traité qui a été signé en 1713, ils n'ont pas le droit de prétendre au trône de France. Donc Philippe V et ses descendants ne peuvent pas être rois de France. Mais les descendants de Louis-Philippe Ier, oui, ils peuvent l'être. Donc Jean d'Orléans, à mon avis, c'est mon avis personnel, puis la monarchie n'est pas prête de revenir en France, ce serait Jean d'Orléans, le descendant de Louis-Philippe Ier, qui devrait être roi de France. Mais il y a aussi un descendant Bonaparte, qui est juste ici, qui s'appelle Jean-Christophe Bonaparte, dit Napoléon VII. Lui, c'est le
C'est le descendant de Jérôme Bonaparte, qui est aussi le frère de Napoléon. Puis c'est le descendant le plus direct de la famille Bonaparte. Il est actuellement le prétendant au trône impérial français. Puis, ici, j'ai pas mis de chiffre à son père, parce que son père avait des querelles avec Louis Bonaparte ici, le grand-père de Jean-Christophe. Et Louis Bonaparte a décidé de sauter une génération, on va dire entre guillemets, de destituer son fils Charles pour léguer le titre impérial à son petit-fils Jean-Christophe. J'ai pas mal fini ma présentation. Je ne sais pas si tu aimerais avoir des questions, des éclaircissements. Il va falloir que je réécoute, probablement. Il y a beaucoup de noms. Oui, je sais. C'est beaucoup de matière. C'est beaucoup de matière. Je t'invite à regarder mes vidéos. Ma prochaine sort la semaine prochaine. Ma prochaine, ça va être justement sur les Bourbons, ici. Donc, je vais parler encore d'Henri IV, je vais parler de Louis XIV, de la colonisation de la Nouvelle-France, je vais parler de la Révolution, puis de Louis XVI. Donc, c'était beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires à propos de ces gens-là qui ont eu de l'influence dans la vie de tous les gens. On a entendu les révolutions et tout ça, ces affaires-là, l'aristocratie qui a été courte pour cause de conflits qui étaient sociaux, qui étaient culturels. Les gens étaient, je pense que les gens étaient, l'élastique avait été assez tiré. Surtout justement avec les Bourbons. La guerre de la conquête sous Louis XV avait en bonne partie ruiné la France. Louis XVI avait décidé de soutenir les États-Unis durant leur révolution, ce qui avait encore plus vidé les coffres de la France. Puis en plus, la femme de Louis XVI, Marie-Antoinette, elle avait une réputation de jeter de l'argent par les fenêtres. Elle dépensait en fou pendant que les paysans, il y avait de la misère à se nourrir. C'est entre autres pour ça qu'il y a eu la Révolution en 1789. Puis ça a engendré beaucoup de conflits, la Révolution, parce que les autres monarchies voyaient ça, puis ils ne voulaient pas perdre leur pouvoir. Ils ne voulaient pas que le peuple se révolte dans leur pays aussi. Fait qu'on appelle ça les guerres de coalition. Napoléon a fait beaucoup de guerres de coalition, mais il y a eu deux guerres de coalition avant le règne de Napoléon, qui étaient sous la Première République. Les armées républicaines se battaient contre des armées monarchiques de d'autres royaumes, les armées autrichiennes, anglaises, prussiennes, justement. Fait les pouvoirs aristocratiques en place à la fin du 18e et au début du 19e siècle ils craignaient de perdre leur pouvoir par on va dire, la force du nombre avec le petit peuple. Fait que cette époque-là, elle est riche en conflits. Le monde, non seulement il exploitait les gens, mais ils s'abusaient eux autres même dans leur propre famille. Il y avait qu'est-ce que tu expliquais, c'est une drôle de la soif du pouvoir, puis avoir le pouvoir amène le pouvoir amène le pouvoir. Plus t'en as, plus t'en veux. Puis je te dirais que dans cette époque-là, il y a pas mal juste Louis XIV, à part qui a fait. Voyons, j'accroche tout le temps là. À part qui a fait des guerres pour acquérir du territoire, on l'appelle le roi Soleil. C'était le roi. Il a lui-même quitté Paris pour établir sa capitale à Versailles, un village plus loin. Bon, il a fait un château ultra luxueux, on s'entend, c'était pas juste une petite maison, mais il a quitté la grande ville de Paris pour s'installer un petit peu plus loin à Versailles. Puis Louis XIV voulait développer ses colonies. Il a envoyé énormément de monde en Nouvelle-France. C'est lui qui a envoyé les filles du roi, qui étaient des jeunes femmes célibataires. Ils ont envoyé par bateau en Nouvelle-France pour les jeunes hommes célibataires en Nouvelle-France, parce qu'à cette époque-là, aux alentours de 1665, il y avait autour de
entre 5 000 et 10 000 colons. Puis c'était à 90 ou 95% des hommes. Il n'y avait presque pas de femmes. Fait qu'il a envoyé des filles du roi. Il a envoyé des filles pour faire des mariages, pour faire des familles, augmenter le nombre de colons. Il a développé la colonie. Je pense que c'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi Soleil, puis je pense que c'est le roi le plus important de cette époque-là en France. Contrairement, selon moi, à son arrière-petit-fils, ici Louis XV, qui lui, en tant que tel, quand on a perdu contre les Anglais en 1760, c'est en partie parce que Louis XV, il croyait dur comme fer que la guerre allait se gagner en Europe, qu'il fallait juste avoir des grandes guerres de grandes armées de dizaines de milliers d'hommes, puis les garder en Europe, puis d'envoyer juste le strict minimum vers la colonie. Puis, à cette époque-là, la Nouvelle-France, c'était 65 000 habitants, puis les 13 colonies britanniques, c'était 1 500 000. Fait que même s'il y avait juste des milices chez les Britanniques, il n'y avait pas juste des milices, mais même s'il y avait juste levé des milices, il y avait plus d'hommes. Fait que, incroyable. On avait des alliances avec les Autochtones. On faisait des petites guérillas un peu avec les Autochtones, mais c'était pas suffisant. Fait que, c'est toute ça. une histoire. J'encourage les gens là, à aller voir la page. Et juste en bas, là, de l'autre côté. En bas de l'écran, juste là. D'aller voir la page puis de le suivre, puis de l'encourager. Puis regardez ça, moi je trouve ça super intéressant. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas pour quelques raisons. Comment que les territoires ont changé, comment que l'influence des monarchies, puis j'ai entendu beaucoup de noms que j'avais déjà entendus avant par rapport aux sociétés secrètes, puis des affaires comme ça. La franc-maçonnerie, des familles qui sont rattachées à ça intimement. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir puis d'explorer toutes ces affaires-là. Puis vraiment se faire un bon background, puis d'apprendre aussi des patterns du passé. Parce qu'on voit ici... L'histoire se répète. Hein? Oui, l'histoire se répète tout le temps. Exactement. Ce qu'on a vu, ce qu'il nous a parlé, c'est essentiellement, ça a été un échec parce qu'il n'était pas capable de garder. Il n'était pas capable de s'entendre un avec l'autre. Il y a eu beaucoup de déchirements, beaucoup de conflits qui ont été attachés à ces familles-là, les familles monarchiques, peu importe que ce soit le côté français ou le côté anglais ou le côté allemand. Espagnol, même, les Espagnols, les Autrichiens. Oui, absolument. Absolument. C'est fascinant. Ça me donne. Puis écoutez, moi, je vais partager tes vidéos sur le Libercast pour que les gens puissent le voir aussi en même temps. Allez l'encourager, allez vous inscrire, puis profiter de toutes ces informations-là qui sont vraiment. Ça pique la curiosité de savoir d'où nos racines, puis tout ça, puis d'où c'est que ça vient, tout le système monarchique, puis la tyrannie qu'il y avait à cette époque-là. Dans le contexte qu'on parle de là, au moins 300 ans et plus. Fait que c'est fascinant, l'histoire du Canada et du Québec. Il y a un YouTuber que je suis. Il fait moins de vidéos ces temps-ci, puis ça fait quasiment 15 ans qu'il est sur YouTube. Là, il fait une vidéo de temps en temps. C'est un Américain qui vit au Royaume-Uni, qui est professeur au Royaume-Uni. Sa chaîne YouTube, c'est CGP Grey. Puis il a fait des vidéos sur la monarchie britannique. Puis il a fait une vidéo sur toute la généalogie au complet des rois anglais et britanniques. Une vidéo de 10 minutes. Puis il explique à un moment donné, c'est très bref, mais il explique que à certaines époques, comment qu'on devenait roi, c'était pas compliqué, il appelle ça la Bigger Army Diplomacy. Tu as la plus grosse armée, tu deviens le roi. C'est tout simplement ça. Puis c'est surtout au Moyen Âge, là, comme j'ai expliqué, avec les Mérovingiens, les Carolingiens, c'était le territoire se divisait entre les fils du précédent roi. Puis là, ils s'entendent quelque temps. Puis là, il y en a deux qui s'allient pour essayer d'aller conquérir le territoire de l'autre.
puis c'est jusqu'à ce qu'il en reste juste un qui contrôle tous les territoires. Puis après ça, lui, il divise ses terres entre ses fils, puis ses fils font le même pattern. C'est incroyable. Ouais. Écoutez, ça fait 1h18 qu'on est là. Ça sera un bon temps pour me remercier les gens d'avoir été patients, qui ont resté, même avec les problèmes techniques. Essentiellement, ce qui va arriver, c'est que je vais rééditer le vidéo pour que ça soit un peu moins chaotique dedans. Je voudrais prendre le temps de remercier François. Merci François d'avoir merci beaucoup de l'invitation. Puis, regarde, si jamais ça te tente de me réinviter pour parler d'autres. Moi, je parle des monarchies, là, mais je peux parler de plein d'autres sujets. Là. Je suis un passionné de politique. Là. Présentement, je suis les primaires américaines là, pour sélectionner les candidats des deux partis. Cette année, il y a eu 3 élections dans différentes provinces canadiennes. Je les ai suivies les 3. Si jamais ça te tente de parler de ça, de parler de religion, j'adore la religion. J'adore parler de religion. Je ne suis pas un pratiquant, mais je suis un croyant, puis j'aime ça parler des différentes religions, n'importe laquelle. Puis, si jamais ça te tente de parler de différents sujets, là, je suis ouvert à tout ça. Écoute, c'était super intéressant, puis on va avoir l'occasion de se rejaser en dehors de l'Internet. Alors, merci tout le monde d'avoir été là, de votre patience, d'avoir écouté François, d'avoir pris. Puis prenez le temps d'aller sur la page de YouTube Arbmonde13, @Arbmonde13. Allez voir ça, allez vous inscrire, allez l'encourager, puis partager ses vidéos. Je vais faire de même là-dedans. Fait que passez une excellente soirée tout le monde. Puis on se revoit la prochaine fois. Demain, je vais être avec Joe, l'Indigo Blanchette. Demain soir. Alors, pour le monde qui va se joindre à nous autres, on va avoir une bonne discussion. Puis, vendredi, je vais être avec Corey Andrelat qui vont venir parler de religion et de d'autres choses. Là. Fait que ça va être intéressant. Fait que le monde qui va se joindre dans la conversation, vous êtes le très bienvenu. Fait que faites attention à vous autres et à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Merci à tous.